Alors moi, je suis un peu trop français pour être algérien, je suis un peu trop algérien pour être français. Enfin voilà, c'est le vrai. bordel, quoi. Ce soir, Riyad Boulanoir, bonsoir. Alors Riyad Boulanoir, fils d'immigrés algériens, vous avez grandi en banlieue parisienne avec une passion, l'électronique, et un handicap, comme vous dites, votre tête d'arabe. Mais grâce à l'école de la République et l'exigence de votre père, vous êtes devenu un entrepreneur à succès. Vous avez développé le Pass Navigo, rien que ça, et le porte-monnaie électronique Monéo, rien que ça. Et vous venez de créer le premier compte bancaire sans banque pour les exclus du système. Vous nous raconterez votre histoire à 20 h. Riyad Boulanoir, rebonsoir. Bonsoir Thierry. Vous êtes né le 3 novembre 1973 à Lyon. Au moment de votre naissance, votre père est déménageur et votre mère dactylo. Ils ont débarqué d'Algérie 3 mois avant. En fait, en Algérie, votre père était un journaliste politique très connu à la radio et à la télévision. Il a été blacklisté et poussé à la démission. Il décide en 1973 de fuir vers la France, où il débarque avec sa femme, enceinte de vous, plus 2 petites filles et la sœur de sa femme. Il a à l'époque 1500 francs en poche et un visa de manœuvre du bâtiment. Et donc, ils se sont débrouillés comme ils ont pu. Ils ont réussi à nous nourrir, à nous élever, à nous envoyer à l'école et à faire de moi un ingénieur. Alors après Lyon, ça sera la région parisienne, Charenton. Et puis on était mélangés avec toutes ces immigrations qu'il y avait, espagnoles, italiennes, portugaises, arméniennes, etc. Donc on était finalement tous dans le même lot. Alors, à l'époque, votre mère paie le loyer avec son salaire de dactylo. Votre père, lui, n'a pas de boulot parce que ça lui est interdit. Ouais, c'est période de vache maigre. Ouais. Et il est obligé de faire les marchés. Il déprime un peu et il finit par attraper la tuberculose. Ça, c'est la grande leçon de la vie, quoi. Dès que vous avez le sentiment de déclassement, c'est quelque chose qui, psychologiquement, est extrêmement douloureux. Alors, votre mère et votre sœur, à ce moment-là, doivent le remplacer sur les marchés pour ne pas perdre l'emplacement, parce que c'est très important. Vous vous êtes scolarisé à l'école élémentaire Victor Hugo d'Alfortville. Alors là, quand vous arrivez, il n'y a que des Gaulois. Il y a un Noir, il y a un Arabe, moi, quelques Portugais, voilà. Alors, votre mère et votre père vous répètent tous les matins, sois discret. Dans ce pays, on est invité. C'est pas chez nous. C'est effectivement, c'est quelque chose qui va rester un peu comme un fardeau. C'est un fardeau aussi qu'on reproduit, quoi. On est toujours des Français sous condition, quoi. Sous condition d'intégration. Français, mais il faut s'intégrer, quoi. Ah bon, je pensais que j'étais français. Ah ben non, il faut que tu t'intègres. Alors, votre père est très exigeant sur le plan scolaire. Quand vous avez 16 ou 17, il vous dit « Pourquoi tu n'as pas 20 » quoi. Oui, alors ça, c'est toujours les excès des autodidactes. C'est-à-dire qu'à me voir passer les diplômes qu'il n'a jamais passés, forcément, et je ne pouvais pas me contenter d'un 16, quoi. Alors, quant à vous, depuis que vous savez lire, vous dévorez tous les modes d'emploi que vous trouvez et vous démontez tout ce que vous trouvez, c'est-à-dire les réveils, les radios, les télés. Vous êtes J'étais infernal, J'avais envie de comprendre comment ça marche. Les premières images qu'on voyait dans les télés, sans personne derrière. Les premières radios qui parlaient toutes seules et qui nous transmettent aujourd'hui. Imagine, à 10 ans, vous fabriquez un décodeur pour décrypter Canal+. Je m'en fous, il y a prescription. Et alors, vous allez avec votre mère, à ce moment-là, dans un magasin en vendant des pièces détachées dans le 10e arrondissement, et vous demandez une résistance de 4 kilos homme. Exactement. Et votre mère vous dit doucement, on est à pied. Exactement. Alors, effectivement, alors, ma maman elle dit doucement, on est à pied. C'est moi qui porte. Alors, par contre, c'est tout petit comme ça. Vous avez 12 ans quand les médecins diagnostiquent un cancer chez votre père, une tumeur de 7 kilos dans l'estomac. Et là, pour fuir la détresse familiale, vous engouffrez encore plus dans la technologie, les manuels de technologie, et un jour, par erreur, vous arrivez à créditer une de vos cartes de 420 unités, alors que
le maximum pour France Télécom, c'est 120 unités. Ouais. Voilà. En tout cas, ça m'avait permis de téléphoner exactement. Ouais. Gratos pendant longtemps. Oui, mais enfin, j'avais personne à appeler, hein, donc c'était plutôt le challenge. Hein. Une fois qu'on l'a fait, ça marche. Bon, vous êtes un sacré bricoleur. Ouais, on va appeler. Alors, le 8 avril 1989, votre père meurt à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Et là, vous commencez une autre phase. Vous en voulez à votre mère, vous en voulez à la vie. C'est balèze, ouais, c'est balèze parce que je suis un garçon, je suis le dernier, sûrement un peu chouchouté dans une relation très, très, très fusionnelle avec mon père, qui m'a d'ailleurs toujours poussé finalement, hein, qui a animé, accompagné ma curiosité. Et à la mort du père, eh ben, je me suis senti tout simplement orphelin, quoi. Je me suis senti orphelin et je me suis retrouvé face à cette femme qui était ma maman, avec qui j'étais odieux d'ailleurs. Non, là, vous devenez effectivement odieux, cynique, désabusé. Ouais. Vous mettez à fréquenter les petits voyous du quartier, à provoquer des bagarres, à éclater des pare-brises, à participer à des vols, et vous commencez à vous défoncer. Ouais. Ce qui est extraordinaire, en fait, c'est qu'un jour, les mecs de la bande avec qui vous faites vos larcins et vous vous défoncez, vous disent « Toi, tu n'es pas encore niqué, ne reste pas avec nous parce que sinon tu finiras mal. » C'est extraordinaire. Et effectivement, ils disent on voit bien, il y a du talent, il y a des choses, enfin, reste pas là. Alors, votre mère obtient que vous soyez inscrit in extremis dans un IUT. À l'issue de cet IUT, vous êtes major, donc vous pouvez choisir Supélec, mais l'école choisit d'envoyer le deuxième à Supélec et vous serez envoyé à l'INSA. Ouais. J'ai encore vécu ça comme une injustice, mais c'est pas la première. Et puis j'ai presque envie de dire qu'au bout d'un moment, on y devient presque indifférent, quoi. Puis on apprend à vivre avec. Alors, à la sortie de l'INSA, contrairement aux autres élèves, vous ne trouvez pas de boulot. Pourtant, ils nous avaient bien picousé, hein, les profs. Vous êtes l'élite, vous en faites pas. Dès que vous sortez, ils vous attendent tous sur le parking. Franchement, je suis resté longtemps, il n'y a personne qui est venu. Et là, un ami de promotion vous présente le responsable d'une société informatique qui travaille pour la SNCF, et vous allez bosser avec eux et vous allez mettre en place juste le pass Navigo. Je n'étais pas le seul, hein, il y avait toute une équipe, mais effectivement on était au début de ce qu'on appelle la billettique, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser l'ensemble des transports avec une carte sans contact. Vous êtes un pionnier en fait. Hein. Alors dans la boîte suivante, vous développerez le porte-monnaie électronique Monéo. Ouais, pareil, oui. Alors en 2000, vous créez votre boîte, et en 2009, vous avez l'idée incroyable d'offrir un compte en banque et une carte à tous les exclus du système bancaire. Parce que vous remarquez qu'il y a 5 millions de gens, en fait, qui sont inscrits à la Banque de France, qui ne peuvent pas avoir de compte en banque. J'avais envie de faire quelque chose qui était un peu aux antipodes de la banque, et je me dis comment les gens se comportent avec leur argent, de quoi on a besoin. Technologiquement, ça me paraissait très simple, et puis juste derrière, en fait, je me suis aperçu qu'il fallait monter une banque, quoi. Ouais. Donc j'ai été me chercher un banquier. Et c'est là que vous rencontrez Hugues Lebray, donc ex-directeur de la communication de la Société Générale, qui avait été ostracisé après la publication d'un livre sur Jérôme Kerviel, qui se retrouve au moment où vous le rencontrez à Pôle emploi, et tout de suite vous sympathisez, et il accepte la charte des no bankers. Ouais, s'est rencontré, il était banquier, je ne l'étais pas. Il est plutôt gendarme idéal, je ne le suis pas non plus. Il est plutôt Murat, je suis plutôt kebab. Donc ça a commencé un peu à compliquer. Et donc on se rend compte au Murat, pour le coup, quand même. Hein, donc j'ai fait un effort. Moi j'ai été vers... Mais après il est venu au kebab. donc on y va. Et finalement je me suis dit, bon, un banquier, ouais, je le sens moyen. Et puis en fait, il m'a touché parce qu'il a été, j'ai vu une vraie sensibilité, et puis j'ai vu que c'était surtout un banquier en carton, quoi, mais qui connaissait bien un peu l'écosystème, et que j'en avais certainement besoin, et il a adoré le projet, et il s'est donné à fond là-dedans. Il s'est donné à fond, grâce à lui. Vous accédez à l'Assemblée nationale, oui, au ça ne nous a pas servi à grand-chose, mais c'est vrai qu'on y a à Mastercard, ça c'était beaucoup plus utile. Ouais. Effectivement, c'est des gens de réseau, parce que c'est un truc en France qui est très spécifique, c'est qu'il faut avoir des réseaux, il faut avoir des relations. Si vous n'avez pas de relations, c'est pareil même dans mon métier, hein, si vous n'avez pas de relations, finalement vous n'existez pas, quoi. Alors vous lancez le compte, ça marche comment? Vous avez un relevé d'identité bancaire qui va vous permettre de recevoir vos allocations familiales, vos revenus, vos salaires, hein, toutes vos rentrées d'argent.
Vous avez une carte Mastercard qui vous permet de payer sur Internet à l'étranger, en France, partout dans les magasins, sans frais. Puis vous avez tous les systèmes Internet, SMS, qui vous permettent de gérer votre argent au quotidien. Alors il y a une seule règle de base, qui fait partie un peu de l'ADN de la société, c'est il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de découvert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Voilà, effectivement. Ouais. C'est un truc qu'il faudrait imposer aux banquiers, ça. Ça serait pas mal, ouais, surtout à l'époque où on parle de séparer les activités de dépôt et les activités de spéculation. Ça marche très bien en plus, non? Oui, ça marche très bien. Je sais pas, en un mois, vous avez 12 000 personnes. Ouais, non, ça cartonne. Ouais, ça cartonne. C'est génial. Mais, vous dites que malgré tout ça, votre image de petit beurre de banlieue vous colle à la peau. Vous êtes contrôlé en moyenne 1 fois par mois. Et vous dites, dans ces moments-là, le plus douloureux, c'est pas les mecs qui vous contrôlent, c'est les gens qui vous regardent. C'est le regard des autres. Parce qu'ils disent, s'ils le contrôlent, ce gars-là, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est pas pour rien. Regarde bien. Disant, on est à la tête de l'emploi, ça sert à rien d'aller faire du testing dans les boîtes de nuit et de savoir qui sont contrôlés plus. On est évidemment beaucoup plus contrôlés et beaucoup plus suspectés. Alors un jour, votre mère vous dit, on devrait rentrer chez nous. Et vous lui répondez, c'est où chez nous? Alors moi, je suis un peu trop français pour être algérien, je suis un peu trop algérien pour être français. Enfin voilà, c'est le bordel, quoi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.